L'homme politique devrait songer d'abord au bien-être de la société. Ça reste un quartier populaire. Il faut se battre d'ailleurs pour que ça reste un quartier populaire. Être qu'une électrice, ça me gêne. Moi j'ai voté pour la première fois à la présidentielle là en avril. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Spécial municipal 2026. On reçoit Océane Bouria. Bonsoir. Bonsoir. Quand est-ce que tu as commencé à t'intéresser à la politique ? J'ai commencé tôt. Le monde, je trouve qu'il tourne pas bien rond. Les inégalités, elles sont assez flagrantes. Et ça m'avait marqué dès, je pense, mon plus jeune âge. Et puis en grandissant, ça s'est pas arrêté. Au contraire, c'est surtout en 2016 où j'ai fait mes premières armes, on va dire, politiques. Parce qu'en 2016, le gouvernement, à l'époque de gauche, François Hollande, ont fait passer la loi travail. Et donc, à l'époque, dans la fac où j'ai étudié, dans bien d'autres en France d'ailleurs, et dans le monde du travail aussi, il y a eu des grandes manifestations, des grandes grèves pour signifier l'opposition à cette loi. Et c'est ça surtout qui m'a gagné en fait à l'idée que c'est par notre force collective, c'est le collectif qui fait notre force et qui peut faire changer les choses. D'accord. À la maison, chez toi, quand tu étais plus jeune, vous parliez politique avec tes parents ou pas ? Pas forcément tellement. Mes parents, c'est pas des gens qui sont particulièrement militants politiques, mais ils en discutent volontiers. Ils votaient ou pas ? Oui, par contre, ils ont toujours voté dans la famille. Oui, on vote, on discute, mais c'est pas personne n'est militant. Oui. Ils faisaient quoi comme boulot, tes parents ? Mon père, il a travaillé pendant très longtemps dans une grande enseigne commerciale de sport en tant que vendeur. Et ma mère, elle est dans la fonction publique, elle s'occupe de l'hygiène et de la sécurité pour les travailleurs dans la justice, puis dans d'autres domaines. D'accord. Et donc cet intérêt pour la politique, il t'a poursuivi même quand tu es rentré dans la vie active, quand tu as commencé à travailler ? Oui, tout à fait. Donc, moi, j'ai fait des études. J'ai été à la fac. À la fac, j'ai étudié la sociologie. Donc, évidemment, ça a donné aussi un petit peu de théorie, disons, à ce que je pouvais constater depuis que... il suffit un peu d'ouvrir les yeux pour voir ces inégalités. Et c'est vrai que, en grandissant, ça a continué à être nourri en moi. Aujourd'hui, je suis professeur dans le 93 et donc, je continue à voir ces inégalités criantes. Des élèves à moi, des très bons élèves à moi qui ne sont pas pris dans les études supérieures, que ce soit lié à des discriminations. Mais voilà, ces inégalités-là, on les voit. Là, dans l'enseignement, les coupes budgétaires, c'est 4000 postes supprimés. Je ne sais pas si vous avez vu, mais dans le 18e arrondissement de Paris, ils viennent d'annoncer quand même la fin du dernier lycée public du 18e arrondissement, le lycée Rabelais, là, qui est à Porte de Clignancourt. Okay. Alors, donc tu es arrivé à l'engagement politique. Pourquoi ce parti et pas un autre ? Déjà parce que c'est le parti qui m'a quand même convaincue. On ne fait pas de promesses, on n'est pas là pour promettre qu'on va changer les choses. On est là pour dire, en fait, les choses, elles changent si on se bouge, si on se mobilise nous, et qu'en fait, il faut compter que sur nous-mêmes. Et donc, j'ai envie de faire partie de celles et ceux qui redonnent un peu la confiance en nous-mêmes, parce que je pense que, il y a en plus... on se sent assez démunis en fait face à cette grosse machine qu'est le système capitaliste, les guerres, la misère qu'il engendre, et moi j'avais pas envie de me laisser avoir par la fatalité parce que ça voudrait dire qu'ils ont gagné. Le NPA révolutionnaire m'a convaincu aussi parce que m'a donné des billes aussi sur la compréhension politique des choses, d'avoir une boussole en fait pour comprendre pourquoi il se passe la guerre en ce moment en Iran, une grille d'analyse en fait marxiste de la société. Ça, c'est via quand même le NPA révolutionnaire que ça m'a permis de comprendre en fait comment le monde y fonctionnait. Ok. Alors, tu as dit que tu étais prof, c'est ça ? Oui. Prof de quoi ? Je suis prof de sciences économiques et sociales. D'accord. Ah oui, sciences économiques et sociales, ça me rappelle des souvenirs. Alors, tu as dit beaucoup de choses. Moi, la première chose, donc à la question que je te posais, pourquoi le NPA ? Tu as employé plusieurs mots, mais justement, comme tu es prof, j'ai envie de te poser la question, mais c'est quoi le capitalisme ? Ouais.
Le capitalisme, c'est un système économique et politique qui organise aujourd'hui la société humaine, les rapports sociaux entre les individus, et qui fait que une minorité de la population, elle possède la propriété privée de la majorité des moyens de production, c'est-à-dire de la manière dont on produit les choses dans la société, et donc qu'est-ce qu'on vend, qu'est-ce qu'on produit et comment on produit. Et en fait, cette minorité de personnes qu'on peut appeler du coup les capitalistes, ils se font de l'argent sur le travail de la majorité des autres. Et enfin voilà, il y a aucune raison pour que ça continue comme ça, vu... Tu es contre ce fait que ce mode de production permet à certains de se faire un max de pognon pendant que les autres... Dans l'idée, ce serait quoi? D'être contre ça, mais c'est quoi que vous vous proposez? En fait, nous, on pense déjà qu'en supprimant la propriété privée des moyens de production, ça permet un petit peu de remettre à égalité les choses. Et la société à laquelle on pense, c'est une société sans classe sociale. C'est-à-dire sans la domination de certains d'une catégorie, d'une classe sociale qui en plus se reproduit entre elles. Enfin, je veux dire, la reproduction sociale, faut pas trop croire à la méritocratie qu'en France on adore nous vendre, mais malheureusement, les statistiques elles sont féroces, elles nous disent plutôt que donc c'est la reproduction sociale qui fait qui permet à la classe sociale des plus riches de se maintenir. Et donc, nous, face à ça, on a envie de dire... par rapport à ça, moi, j'ai envie de dire plein de choses. J'ai envie de dire, déjà, nous, on est pour la lutte pour en finir avec ce système. Et c'est dans cette lutte-là aussi qu'il faut imaginer qu'on sera des millions, je l'espère, peut-être même des milliards, à penser la société qu'on veut imaginer. Et donc, je pense qu'on n'est pas capable aujourd'hui de se représenter aussi ce que ça veut dire comme nouveaux rapports sociaux entre humains. Mais en tout cas, ces rapports sociaux dégagés de la propriété privée, dégagés en fait d'un intérêt à la domination des autres, je pense qu'on peut que imaginer que le monde il ira mieux, que la colonisation en Palestine elle aura plus lieu d'être, que les massacres partout sur la planète ils auront plus lieu d'être, parce que aujourd'hui ils sont quand même ils ont une explication qui, on en revient, c'est quoi le système capitaliste? C'est ce système qui s'étend, qui pour s'étendre conduit à toutes ces tragédies, à toutes ces guerres et cette misère, quoi. Et à tes élèves, tu leur en parles. Alors je crois savoir que les profs ont un droit de réserve. Je ne sais pas trop comment ça se passe en néopolitique, mais j'imagine des fois, tu en as qui te lèvent et qui te posent la question, c'est quoi le capitalisme? Ou même dans les cours, la proposition, vous avez des discussions là-dessus. Et est-ce que tu sens que tes élèves ont conscience de ce que c'est, ou ils le voient comme quelque chose de bien, de mal? Comment tu... J'ai l'impression que les élèves, ils grandissent aussi dans cette société, donc ils voient. Et en plus, les élèves que j'ai, c'est des jeunes qui sont particulièrement frappés par les discriminations liées à leur couleur de peau, à leur religion. Et c'est des élèves qui vivent pour beaucoup quand même dans la précarité. Donc ils le voient, ils le sentent très bien que ce système, il génère des inégalités. Maintenant, c'est sûr que le mythe de la méritocratie pèse. Mais oui, ça les fait quand même discuter. Ils ont envie d'en discuter bien souvent. Après, je ne discute pas de mon programme politique avec eux parce que J'imagine bien. Mais ils sont curieux, et c'est vrai que moi j'ai la chance d'enseigner l'économie et la sociologie. Et en fait, c'est des outils quand même pour comprendre le monde, pour mettre des mots sur justement les dominations, les inégalités qu'on perçoit, etc. Et donc le programme, malgré tous les critiques, toutes les limites qu'on peut lui faire, au moins il permet quand même d'aborder un certain nombre de sujets, de pouvoir répondre un petit peu à leurs questions. D'accord. En parlant de programme, le gouvernement de Macron a 2 priorités: les profits des grands groupes capitalistes et l'armement. Son budget d'austérité attaque tout ce qui permet aux classes populaires de suivre. Et pourquoi? Pour engraisser les actionnaires à coups de subventions, verser aux banquiers les intérêts d'une dette qui n'a jamais servi qu'aux riches et se lancer dans une escalade militariste au bonheur des marchands d'armes. Ça démarre bien.
Et oui, je crois que elle est encore plus vraie que quand on l'a écrite, avec la guerre au Moyen-Orient là, que les États-Unis et l'État d'Israël viennent de relancer, parce que j'ai envie de dire, c'est pas la première fois que les États-Unis mènent une guerre dans la région et qui sont quand même responsables, de la mettre à feu et à sang. Et nous, on a envie de parler de ça dans des élections municipales. C'est-à-dire que, en fait, on se présente aux municipales, mais on pense qu'il y a à peu près aucun problème qui nous touche, nous, en tant qu'habitants, en tant qu'individus, en tant qu'humains, qui est résolvable ni par les élections, ni à l'échelle locale, j'ai envie de dire. Parce que, par exemple, en parlant de la guerre, là, on voit en France les prix de l'essence augmenter. Aujourd'hui, ils annonçaient une augmentation de 0,10 centimes par litre d'essence. Donc, on voit bien que, en fait, ce qui se passe à l'échelle internationale a des conséquences sur nous, et que la possibilité pour y faire face, c'est pas de voter mieux ou d'élire un bon maire. Enfin, j'ai envie de dire, le maire, il a jamais empêché ou eu une influence sur les prix ou sur les salaires, parce que c'est aussi ça qui détermine notre pouvoir d'achat surtout. Mais vous voyez, donc nous, on a envie de s'inviter dans cette élection. On s'y invite parce que personne, les médias autres que vous n'ont pas l'intention de nous donner trop la parole, mais on s'y invite pour dire ça, pour faire entendre nos préoccupations à l'échelle internationale, parce que vu ce qui se passe justement, la guerre, on pense qu'il faut la dénoncer, il faut affirmer aussi en même temps qu'on dénonce ces agressions américaines et israéliennes, on dénonce aussi par ailleurs le régime des Mollahs, mais c'est pas ces interventions étrangères qui vont aider les populations sur place. Jamais les États-Unis n'ont aidé une population à se libérer. En témoignent sûrement les femmes afghanes à qui on avait promis de les libérer des talibans. Aujourd'hui, je pense que... Voilà, donc nous, on a envie de parler de ça et d'affirmer notre internationalisme. Alors, c'est peut-être un grand mot comme ça, mais l'idée, elle est juste qu'on a envie d'affirmer, en fait, la solidarité entre les peuples, parce qu'on partage plus de choses entre les travailleurs, les privés d'emploi, les femmes partout autour du monde, qu'avec la bourgeoisie nationale qui nous dirige, quand bien même elle est bien française, etc. Enfin, voilà. Alors, les salaires trop bas, les licenciements, les logements trop chers et insalubres, c'est l'un des tout premiers points que vous avez mis. Les bas salaires, les licenciements, les logements trop chers et insalubres, je pense que les auditeurs, ça leur parle, parce que en fait, c'est notre quotidien, aux travailleurs, aux travailleuses, aux privés d'emploi, aux jeunes précaires, aux retraités aussi. Aujourd'hui, c'est ça la réalité. Les salaires, là, en ce moment, c'est la période pour plein de grandes entreprises des négociations annuelles obligatoires, ce qu'on appelle les NAO. Il faut savoir que dans la majorité de ces entreprises qui mènent ces négociations, il n'y a pas d'augmentation de salaire. Et une entreprise quand même très connue en région parisienne, qu'on appelle la RATP, elle propose à ses salariés 0,08% d'augmentation cette année. Nous, on trouve ça indécent. Alors, moralement condamnable, mais en fait, ça a un nom. Ça, c'est l'augmentation de l'exploitation. C'est-à-dire que c'est comme ça qu'ils augmentent leurs profits, c'est en baissant nos salaires. Et en plus, même si ça ne baisse pas en termes de numéros sur notre compte en banque, ce que je veux dire, c'est qu'avec l'augmentation des prix, l'inflation, en fait, c'est une baisse réelle. Donc voilà, nous, on a envie de dénoncer ça, que ce n'est pas normal. Encore une fois, aujourd'hui, la richesse de Paris, elle est le résultat de celles et ceux qui font tout tourner, en fait. Et ceux et celles qui font tout tourner, qu'on croise tôt le matin dans les RER, dans les métros, tard le soir aussi, en fait, ils n'ont jamais le droit à la parole. Donc nous, on est là pour essayer de dire, oui, il faut que justement on se fasse entendre, qu'on se représente nous-mêmes, parce que personne ne le fera à notre place. Et ça commence par dire que on n'a pas à accepter ces salaires de misère pendant que eux, ils se goinfrent de dividendes et qu'ils augmentent les budgets militaires. Ça va être du fric pour les Dassault, pour les grandes familles de l'armement.
voilà, nous on pense que l'argent, en effet, il existe, il est là, et il est dans la poche de quelques-uns et qu'il va falloir aller le chercher, voilà, pour reprendre notre dû, parce qu'en fait, l'argent il tombe pas du ciel et c'est nous qui le fabriquons, c'est nous qui le produisons, qui produisons toute la richesse. Donc il y a aucune raison que ce soit une minorité de personnes qui décide. D'ailleurs, cette minorité de personnes, elle n'est pas forcément élue. Les grands patrons, eux, on vote pas pour eux. Donc, on nous fait miroiter aussi le jeu de la démocratie par des élections tous les 5 ans, tous les 6 ans. Voilà. Mais en fait, ceux qui dirigent nos vies par le nombre d'heures qu'on a travaillé, comment on travaille, etc., eux, on les élit pas. Et juste, j'y pense là, mais en ce moment, il y a une grève de femmes à Château d'Eau, coiffeuses, parce que justement, leur patron, il les faisait travailler dans des conditions insupportables en les payant pas. Et donc, nous, on a envie de se faire le relais de ces femmes-là, en l'occurrence, qui sont en grève contre leur patron, qui cherchent à faire entendre leurs intérêts et surtout à dire, non, on va pas se laisser avoir. Et c'est un peu que comme ça qu'on peut gagner. En fait, tous les petits avantages qu'on a réussi à obtenir aujourd'hui, c'est le résultat de luttes collectives. Et donc voilà, c'est ça notre héritage à nous qu'on a envie de mettre en avant et pas dire que nous, voilà, les salaires trop bas, les licenciements, c'est en votant mieux qu'on pourra les supprimer. On pense que c'est par nos luttes. Autre point, la privation d'une éducation de qualité, de soins gratuits et dignes. Oui, là aussi, c'est un point important. En fait, c'est qu'aujourd'hui, les services publics, ils font l'objet de coupes budgétaires, de coupes austéritaires importantes. En fait, c'est tout ce sur quoi le gouvernement il cherche à faire des économies. Alors oui, au nom d'une dette, il faut tous faire un effort parce qu'on serait tous ensemble dans le même bateau, mais enfin, c'est pas nous qui dépensons trop, c'est quand même eux. Et donc en fait, les services publics, nous on a envie de dire, on doit pouvoir choisir de mettre l'argent là où il est utile à la population. Et donc, ça passe par des services de soins, d'éducation à la hauteur. Là, encore une fois, dans l'éducation, on fait des baisses budgétaires, des baisses d'emplois, des suppressions d'emplois, des fermetures de lycées. On nous dit, oui, c'est parce qu'il y a une baisse démographique. Au contraire, faisons des classes avec moins d'élèves. C'est quand même comme ça qu'on arrive à mieux apprendre. Enfin, voilà, toutes les pédagogies le disent. Voilà, nous, on a envie de dire et de faire en sorte que les services publics ils répondent aux besoins de la population et pas aux besoins, encore une fois, du patronat. D'accord. Les transports bondés et défaillants, ça va parler à certains habitants. Oui, j'en doute pas. Oui, je pense que c'est sûr qu'en région parisienne, on est des grands habitués des transports en commun, défaillants, bondés. Nous, ce qu'on a envie de dire, c'est que déjà, on est pour les transports gratuits et sans conditions, etc. Parce que là, dans la campagne municipale, je vois dans plein de villes, un tel dit oui, nous, on est pour les transports gratuits pour les retraités et les jeunes des classes populaires. Nous, on est pour les transports gratuits pour tout le monde, sans restriction. C'est possible de faire ça ? C'est possible, oui. Il faut. En tout cas, encore une fois, nous, on ne pense pas que d'un coup de baguette magique, ce sera possible. Mais par contre, on pense qu'il n'y a pas de raison, là, encore une fois, que le moyen par lequel on se rend au travail tous les jours, ce soit à nous de le payer. C'est quand même fou de devoir payer pour aller. Donc voilà, nettement gratuit. Et puis en plus, les transports collectifs aujourd'hui, on le sait, dans un monde qui est quand même menacé par le réchauffement climatique, ça participe quand même à l'avenir en fait. La voiture, etc. Tous les moyens individuels, c'est plus compliqué, disons. Et du coup, nous, on pense qu'il faut augmenter les transports collectifs partout. Vraiment partout. Et là, aujourd'hui, justement, on fait aussi des coupes budgétaires sur les lignes de la SNCF, etc. Nous, c'est tout le contraire qu'on pense qu'il faut faire, en fait, pour éviter qu'il y ait aussi des enclaves, des gens qui n'aient pas accès aux services publics, aux autres services publics parce qu'ils habitent trop loin ou autre. Donc ça passe par le fait de rendre gratuits les transports sans diminution, évidemment, de l'offre. On est pour maintenir, voire augmenter l'offre quand c'est
c'est possible. Et puis, oui, voilà, d'avoir des transports de qualité. Alors il y a la privatisation, il me semble aussi des transports un peu à la manière anglo-saxonne. Donc j'imagine que vous, c'est totalement l'inverse, au contraire. Oui, ben là c'est vrai que la RATP, c'est une entreprise de plusieurs dizaines de milliers de travailleurs qui en effet met des lots, fait un processus qu'on appelle l'allotissement. Et c'est des boîtes comme Keolis, comme la filiale de droit privé de la RATP qui a remporté quand même la majorité des lots ouverts à la concurrence l'année dernière, qui se partagent le gâteau des transports publics, enfin qui était public jusqu'à présent. Oui, nous on est contre ça parce qu'on pense que c'est un prétexte, encore une fois, pour s'attaquer aux conditions de travail quand même de ces milliers de travailleurs de la RATP, pour pouvoir rogner plus facilement là où c'est possible. Mais par contre, on ne pense pas non plus que le service public des transports jusqu'à présent, il était très bien géré. Parce que justement, on n'a pas attendu la privatisation pour connaître les baisses de salaire, la division des contrats. Ça fait des années que la RATP, elle embauche quasiment plus au statut, qu'elle s'attaque... Enfin là, c'est la RATP, par exemple, qui mène une campagne contre les musulmans, en l'occurrence, dans la boîte. Alors, elle fait la chasse. Elle a publié une note à l'été dernier, une note laïcité qui s'appelle Travailler ensemble, vous voyez, avec tout les beaux mots, quoi, le jargon. Voilà, le beau jargon. Et puis en fait, derrière, c'est une note qui vise à donner la possibilité aux petits chefs de surveiller les travailleurs quand ils vont aux toilettes. Est-ce qu'il y a des bouteilles d'eau qui traînent dans les toilettes? Est-ce qu'il y a des bouts de carton? Voilà, parce que quand on n'a pas la religion qu'il faut ou la couleur de peau qu'ils souhaitent, ça justifierait un peu une chasse assez pratique. Donc voilà, d'ailleurs c'est un peu la même chose qu'on voit à l'hôpital. En ce moment, là, il y a une chasse aux calots dans plein d'hôpitaux en France. Les calots, c'est des petits bonnets qu'on a beaucoup vus pendant le Covid, puisqu'on voyait un peu plus les soignants, les directions des hôpitaux. Elles mènent une chasse contre les salariés qui portent ce genre de tenue au prétexte que ce seraient des pratiques religieuses. Bon, c'est de la discrimination pure et simple, c'est de l'arbitraire patronal vraiment. Et donc, voilà, pour le coup, on a vraiment envie de s'opposer à ça et de dire qu'il ne faut pas se laisser diviser par leur poison. C'est du racisme, C'est un point qui fait partie de votre programme, le racisme et le mépris de classe, distillé par les Darmanin, Retailleau, Bardella. Oui, tout à fait, et que ce racisme, il est quand même bien mis en avant par le gouvernement, parce qu'on nous fait beaucoup peur avec la montée de l'extrême droite. Je pense à juste titre, c'est un problème que l'extrême droite, elle monte, mais j'ai quand même envie de rappeler que il n'y a pas tellement besoin que l'extrême droite elle soit au pouvoir pour qu'il y ait des lois xénophobes, racistes qui passent. Ça, c'est le gouvernement Macron qui, depuis 10 ans, fait la suppression de l'AME et d'autres lois Darmanin qui sont... Retailleau qui menait la chasse aux migrants l'année dernière. C'est quand même des politiques qu'on a envie de dénoncer, et qui permettent en fait à et qui permettent à l'extrême droite de se structurer, de progresser. Et donc on pense que le danger il est là, quoi. On va revenir un peu plus sur le quartier de la Goutte d'Or. C'est quoi vos priorités? J'ai envie de dire que par rapport à tous les autres tous les autres candidats qui font beaucoup campagne sur la sécurité ou l'insécurité ou la propreté, nous aussi on est pour la sécurité, mais je pense qu'on ne parle pas de la même sécurité qu'eux. Par exemple, nous, comme dans notre programme en général, pour la Goutte d'Or, c'est la même chose, c'est-à-dire que nous, on est pour la sécurité de nos emplois, on est pour la sécurité de nos salaires et leur augmentation, et on pense que l'insécurité, elle est dans le fait de ne pas avoir accès à des rendez-vous médicaux, parce que par exemple, le 18e arrondissement de Paris, c'est quand même presque un désert médical, c'est bientôt un désert de l'éducation nationale, donc avec cette fermeture du dernier lycée. Nous on pense que l'insécurité elle est quand même beaucoup là, et donc nous ce qu'on a envie de dire c'est que il faudra que les habitants, les habitantes de ces quartiers s'organisent pour faire entendre
leur voix, leurs revendications pour avoir accès à des logements qui soient dignes, qu'on en finisse avec les logements vides, alors que voilà, quand on se balade un peu dans le quartier, on voit que la misère, elle est bien présente. Donc voilà, nous, on est pour la réquisition des logements vides et leur attribution à tous ceux qui en ont besoin. Paris, je crois, si je ne me trompe pas, c'est quand même 200 000 personnes, ou c'est en France peut-être, qui sont à la rue, et 400 000 logements vacants. Donc je veux dire, il y a de la place. Et s'il n'y en a pas, on ira la prendre aussi là où il faut. Beaucoup d'habitants dans la Goutte d'Or qui râlent aussi par rapport aux nuisances sonores et par rapport aux rues qui sont sales pour certains. Vous, c'est quoi votre position là-dessus ? Oui, il faut voir un petit peu après quels sont les habitants qui disent ça aussi, parce que je pense que il y a quand même pas mal d'habitants qui travaillent à nettoyer ces rues de Paris et d'ailleurs. Nous, les habitants, les travailleurs, les travailleuses. Alors c'est sûr que, évidemment, vu le prix des loyers, y compris dans le 18e arrondissement de Paris, les classes populaires, elles ont plutôt tendance à en partir. Donc ceux qui restent et qui s'en plaignent, faut voir un petit peu qu'est-ce qui les dérange dans le fond. Parce que si c'est le fait que les gens ils soient dehors parce qu'en fait les appartements ils sont trop petits, quand même Paris est connu pour toutes ces terrasses et après les attentats, on a été très heureux de célébrer le fait que on va en terrasse. Ça dérange moins. Donc je pense que après l'insécurité, elle est dans nos conditions de travail, elle est dans nos conditions de vie, et que c'est ça quand même en fait le problème numéro 1 des classes populaires aujourd'hui. C'est cette insécurité-là, quand même. Alors, on a aussi un autre problème. Il y a certaines frictions avec justement la vie du quartier. C'est-à-dire, en gros, on a beaucoup de commerces africains et t'en as plein qui se plaignent aussi de ne pas avoir de commerce pour eux. J'ai vu la vidéo de Sarah Knafo, la candidate d'extrême droite, qui en effet est venue à Barbès il y a une semaine ou deux, pour dénoncer tous les Lyca mobiles et tous les commerces africains ou autres. Je trouve ça obscène en fait comme vidéo, parce que aujourd'hui ce qu'on voit quand même dans Paris, c'est surtout la gentrification. C'est quand même ça le problème. Et le fait que justement tous les commerces un peu populaires, ils sont vraiment jetés, relégués pour qu'on les voit de moins en moins, quoi. Et donc c'est de plus en plus difficile pour les classes populaires, y compris immigrées, de se faire une place. Donc je pense que quand même, le premier problème, c'est celui-ci. Donc moi je me range en tout cas de ce point de vue-là, quoi. Alors, je vais te faire écouter quelques petits entretiens rapides qui ont été faits dans le quartier de la Goutte d'Or, et je vais te demander de réagir dessus. Bonjour madame, vous allez voter au municipal ? Oui, pourquoi ? Vous pensez que ça sert à quelque chose de voter ? Ah bien sûr quand même. D'accord. Merci madame, bonne journée. Bonjour madame, vous allez voter au municipal ? Oui. Vous savez pour qui vous allez voter ou pas ? Pas vraiment. Pas encore. Pas encore, merci. Bonjour monsieur, vous allez voter au municipal ? Non ? Okay. Madame, vous allez voter au municipal ? Moi je vote pas, mais mes enfants ils votent. À gauche, à droite, vous savez ? C'est pas... Merci. Voter au municipal ? Bien sûr. Pourquoi ? Vous pensez que ça sert à quelque chose ? J'espère. Faut avoir de l'espoir. Merci, bonne journée. Alors, qu'est-ce que ça t'inspire ? Peut-être que, oui, le vote, on en fait quelque chose quand même de moral. À l'école, on nous apprend que c'est quand même vraiment un devoir, etc. Moi, j'ai envie de dire que c'est sûr que voter pour les révolutionnaires, par exemple, ça permet d'exprimer qu'on est conscient de nos intérêts, on est conscient des bagarres qu'il va falloir mener. Maintenant, je pense que le vote en tant que tel, c'est un simulacre quand même de démocratie, de nous faire penser qu'on aurait la possibilité de changer les choses une fois tous les 5 ans avec un petit papier dans l'urne. Mais on se présente quand même aux élections parce qu'on pense que justement on peut aussi voter pour exprimer autre chose. Mais voilà, le vote,
y en a qui, voilà, la gauche quand même, la gauche y compris quand elle est au pouvoir, quand elle est dans l'opposition, elle promet bien des choses, et puis une fois au pouvoir, en fait, elle mène quand même souvent la même politique que la droite. On témoigne justement, tout à l'heure on parlait de 2016, voilà, c'était François Hollande aux commandes. Donc moi j'ai envie de mettre aussi en garde contre les illusions justement électorales, de dire voilà, en votant mieux, ça suffirait. Bon, nous on est là justement parce qu'on pense que c'est y compris un peu dangereux en fait de penser que on vote et puis après notre devoir entre guillemets il est terminé. Nous on pense que notre devoir, non pas en tant que citoyen, parce que j'aime pas ce mot, il y a bien des gens qui habitent ici et qui sont privés du droit de vote par exemple, donc ça aussi nous on a envie de l'exprimer. C'est dégueulasse, on leur demande pas leur devoir de citoyen eux alors qu'ils payent des impôts par exemple, enfin bref, ils font tourner la société. Voilà. Ok, très bien. Je vais te faire écouter un autre entretien. Est-ce que ça sert à quelque chose de voter pour vous? Pour moi, ça sert strictement, ça n'a rien jamais changé ma vie. Les élections, j'ai vu ici en France depuis 50 ans. D'accord? Ça ne change rien. Voilà, tout simplement. Bah alors à quoi ça sert? Si ça change à rien, à quoi ça sert? Pourquoi tous les 5 ans? Avant c'était tous les 7 ans, tous les 5 ans, il nous faut voter. Mais bon, c'est comme ça, parce que c'est le système. Tellement ils l'ont tapé sur les gens, vous voyez, ils ont les mass médias, ils ont les journaux, ils ont les télés, ils ont les télévisions, ils ont des gens qui profitent du système, qui tournent autour, donc ils poussent les gens à les voter. Il y a aussi du clientélisme aussi, tu vois, allez, on va te donner un logement social et puis tu vas nous ramener une vingtaine, une quinzaine de gens, on va te donner un petit boulot, on va te donner des allocations, on va te donner... D'accord, il achète les pauvres. Et nous, les pauvres, c'est vrai, parce que tant qu'on est pauvre, on subit tout. Eh ben, je suis presque d'accord avec lui surtout, sauf la fin de on subit tout. Ben, en tout cas, c'est sûr que c'est un état de fait, hein, mais nous on a envie justement de dire qu'on n'est pas obligé de subir et que ça peut se passer autrement. Parce que après, ben oui, je rejoins un peu ce sentiment de voter, que ça sert à rien, bah oui. Et nous, on est d'accord avec ça, sauf dans le cas de dire voter révolutionnaire, c'est justement exprimer l'idée que on sait que c'est pas par le vote, que c'est pas juste par le vote que ça va changer. Par nos luttes collectives, c'est en tant que travailleurs, travailleuses, en se mettant en bagarre contre notre direction, etc., qu'on peut faire progresser un petit peu notre conscience de classe, mais aussi vraiment nos conditions de travail, nos conditions de vie. Et donc je comprends et en même temps, j'ai envie de dire à tous ces gens qui sont... sûrement un petit peu dégoûtés du système, ils ont bien raison d'être dégoûtés du système, vraiment 100%. Maintenant, justement, ne nous laissons pas avoir par la fatalité, ne nous recroquevillons pas non plus sur nous-mêmes, parce que c'est la meilleure manière de les laisser gagner si on met pas notre nez dedans. Nous, si on se présente, c'est pas non plus que pour dire... c'est-à-dire que si on est élu, on sera très content d'être élu et de s'inviter dans leur petite fête pour y être le caillou dans la chaussure, pour les embêter comme on essaye de faire dans les entreprises où partout on a des camarades, etc. Bien sûr, on essaye de pousser tout le monde à relever la tête et à pas se laisser justement subir cet état de fait. Il y a des choses qui sont possibles. Et tout à l'heure, je parlais aussi de notre héritage là-dessus, et je pense que c'est important d'en parler. Et c'est pour ça, merci de nous donner aussi la parole là-dedans, parce que c'est important de dire qu'il y a des choses qui ont existé. Aujourd'hui, là, tout à l'heure, je parlais de la grève de ces femmes coiffeuses, mais voilà, hier, avant-hier, il y avait des grandes luttes aussi. On est à Paris quand même, la commune de Paris. C'est dans le 18e arrondissement aussi que ça s'est passé. C'est possible de relever la tête, et quand on le fait, c'est dingue ce qu'on peut changer, et on se l'imagine pas, donc il faut se le dire.
J'ai vu que dans votre programme, il y a quand même marqué nous ne pensons pas qu'un bulletin de vote va résoudre nos problèmes. Et ça, j'ai trouvé ça hyper intéressant de lire ça dans un programme. C'est assez cocasse, c'est assez. Mais ça rejoint en fait tout ce qu'on vient de se dire et les extraits. Et je trouve ça pas mal. En oui. fait. Après, ça peut peut-être paraître cocasse, contradictoire, mais en fait, je pense que ça l'est pas. Enfin, nous, on est très à l'aise avec ça. L'idée de dire, oui, on est révolutionnaire. Nous, on pense que tous les autres partis, en fait, ils postulent à vouloir diriger les affaires de la bourgeoisie dans ces institutions. Parce que ce qu'on voit, c'est que les institutions telles qu'elles existent aujourd'hui, c'est justement le résultat d'un rapport de force qui existe dans la société et qui est en faveur des patrons. Et donc, si on ne décide pas, si on ne se mobilise pas, si on ne lutte pas pour changer le rapport de force, eh bien, les institutions, elles continueront à être le reflet de cet état de fait. Et donc, on peut mieux voter, on peut... voilà, mais ça ne changera pas le fait que ces institutions, elles sont quand même intégralement conçues par et pour la minorité de la bourgeoisie, le patronat, quoi, qui s'en met plein les fouilles. Voilà, et juste peut-être, parce que tout à l'heure on parlait de l'échelle internationale, et nous ça nous intéresse aussi quand même d'en parler dans ces élections, même si elles sont locales, parce que justement il n'y a pas d'opposition pour nous entre ces différentes échelles, mais les institutions à l'échelle internationale, garantes soi-disant de droits humains et je ne sais quoi, elles ont quand même laissé faire 2 ans et demi de génocide à Gaza, les massacres en RDC, la guerre qu'Israël et les États-Unis viennent de redéclencher, le kidnapping de Maduro et sa femme par les États-Unis. Bon, on peut en citer beaucoup, la guerre en Ukraine, etc. Voilà, donc leurs institutions, en fait, c'est ça. Et donc, on ne pense pas qu'en mettant des gens soi-disant plus sympas, ça changera les choses. Non, ce qu'il faut, c'est la lutte. Hein. Enfin, voilà, eux, ils connaissent que ça, le rapport de force, en fait. Ils connaissent que ça. Et ils l'utilisent très bien contre nous. Donc, à nous de aussi savoir un petit peu utiliser nos armes. Hein. Et nos armes, en fait, voilà, c'est celle de la mobilisation collective. On a le nombre. Franchement, voilà, on est quand même vraiment nombreux. On a le nombre et du coup, l'esprit réactif à pouvoir s'emparer de nos intérêts. Je vais te faire écouter un dernier extrait. Et pareil, que tu réagisses là-dessus. Bonjour monsieur. En fait, on pose juste la question aux gens, savoir s'ils vont voter pour les municipales ou pas. Est-ce que vous comptez voter? Je vote en Normandie. D'accord. Vous ne votez pas pour la mairie Paris? Non. D'accord. Malheureusement. Ok. Vous avez toujours voté? Toujours. Ok. Vous pensez que ça sert à quelque chose de voter? Front National. Bien sûr, oui, bien sûr. Surtout à Paris, il y en a besoin. Ah ouais? Front National, ils votent. Je t'emmerde, moi. Je t'ai posé une question. Et alors, c'est Front National, il t'emmerde, le Front National? Ouais. Eh ben, il a raison, alors t'emmerder. D'accord, ok. Donc, je vous demanderai pas ce que vous votez, mais c'est juste savoir si pour vous ça sert vraiment à quelque chose de voter, que ça va changer les choses. Vous y croyez au vote? De toute manière, j'ai pas été interrogé, je vous ai répondu. Maintenant, vous pouvez retourner là-bas, vous asseoir. D'accord, ok, merci. Et toi, tu vas voter? Bien sûr. Tu votes quoi? À ton avis, les insoumis. Les insoumis, ok. C'est mon choix. Bah ouais. Tu vois, je te le dis, carrément. Parce que encore même les insoumis, j'hésite. Parce que aujourd'hui, on ne sait plus pour qui voter. Tu penses que ça sert à quelque chose de voter? Non. Franchement, non. Ils veulent tous le bureau, ils veulent tous la chaise. Et une fois que tu as voté, c'est fini. Non, tu voyez, je dis comme vous, là, pour une fois. Tu vois, d'accord sur un point. Ah ouais, là, je suis d'accord avec vous. Ce qui intéresse, c'est le fauteuil. Et après, ils font tout ce qu'ils ont dit, ils le font pas. Datis, qu'elle a fait son discours dernièrement, la première chose qu'elle a dit, c'est les immigrés. Et après, elle a parlé de faire ci, de rendre Paris propre. Mais qui c'est qui va rendre Paris propre? Dis-moi la vérité. La population. Faut que les gens ils arrêtent de jeter par terre, je sais pas. Par exemple, votre mégot, si vous le jetez par terre, bah, voilà, ça arrêtera jamais. Ça arrêtera jamais. C'est vrai que Paris, c'est pas la ville la plus propre d'Europe. C'est vrai que c'est pas la plus propre. Elle a été propre, hein, Paris. Ah ouais? Ah ouais. À un moment, il y a 20 ans, quand c'était Chirac, c'était propre. D'accord, ok. Moi, j'ai pas connu ce Paris-là. Ça, c'est vrai.
Je suis d'accord avec vous. Chirac, il a fait 2 ou 3, je crois qu'il en a fait 2. Ouais. Et bah, là, c'était propre. Les transports impeccables, tout était impeccable. D'accord. Après, il a été président de la République, tous ceux qui l'ont suivi, c'était de la Quoi, merde. c'était Tibéri et... Tibéri, il a rien fait. Il a rien fait, Tibéri. Bah, si, ils se sont quand même servis dans la caisse. Ouais, ça, c'est pas les seuls. Et l'OVA, c'est pas les seuls. Je suis d'accord avec vous. Oui, on n'est pas entièrement... Ah bah, vous vous retrouvez sur quelques points. Ok. Non. Je vote blanc. Hein. Ah oui. Pas dit qu'est-ce que je... Alors, Océane. Ouais, c'est pas facile parce que finalement il y a pas mal de choses qui le disent, mais peut-être pour réagir commencer par quelque part, quand il dit ben oui, qui va rendre Paris propre, ben oui, c'est sûr que celles et ceux qui travaillent aujourd'hui, qui font tourner Paris, c'est quand même en partie ceux qui sont vraiment pointés du doigt par beaucoup de candidats aujourd'hui de la droite et de l'extrême droite, dans les élections d'ailleurs locales comme nationales, les immigrés, les étrangers comme responsables de tout. De tous les maux. Nous, on a vraiment envie de dire, c'est quand même pas eux qui ont allongé le temps de travail et réduit notre retraite, c'est pas eux qui font baisser nos salaires. Enfin, que ça, c'est vraiment quand même une manière de diviser les classes populaires. Mais par contre, c'est sûr, ce poison, il se distille. Et il faut voir aussi pourquoi aujourd'hui, dans les dernières semaines, le gouvernement il fait une minute de silence pour un militant d'extrême droite qui est décédé. Okay. Pendant ce temps-là, il y a un mois, en janvier, El Hassan Diarra, un travailleur mauritanien qui fumait une clope en bas de son foyer dans le 20e arrondissement, il n'est jamais ressorti vivant du commissariat de police qui l'avait arrêté pour aucune raison légitime a priori. Donc le gouvernement il choisit quand même les morts auxquels qu'il érige en martyrs et puis ceux qui silencient. Quand même par rapport à cette ambiance, nous on a vraiment envie de dire que c'est la police qui tue, c'est la police qui nous met en insécurité. Elle est galvanisée par ces discours toujours à se courir le plus à droite, à l'extrême droite possible. Mais en fait c'est quand même eux qui sont responsables de cet état de fait ici en France. Parce que la police en France, elle tue, parce que l'extrême droite aujourd'hui en France, elle tue 10 fois plus que d'autres. Elle a quasiment le monopole quand même des meurtres étiquetés politiques. Et puis à l'échelle internationale, c'est quand même les Macron et autres qui soutiennent Netanyahou dans son génocide, dans tout ce qui se passe là, qui essaye de se faire entendre dans la guerre qu'a repris en Iran. Nous, on n'est pas d'accord avec ça, on entend bien le faire entendre, on entend bien quand même dire justement que les classes populaires, on a les mêmes intérêts. Nos intérêts, par contre, ils sont contradictoires avec ceux qui voudraient nous diviser, avec les Macron, avec les Dassault, les Bolloré, etc., qui cherchent à nous diviser pour mieux régner. Le slogan, il est un peu facile, mais en fait, il est vrai. Alors, pour la petite histoire, pour me remettre dans le contexte, donc ça s'est passé à la place Jules Geoffrin, sorti du métro devant la mairie. Donc ils étaient assis là tous les deux. Ils étaient assis sur le même banc, ces deux messieurs. Donc j'ai commencé par le premier qui m'a envoyé balader, et puis le deuxième qui était à côté avec sa canette de bière, parce qu'on entend qu'il est alcoolisé. Il était 10h30 du matin. Et ce qui était très intéressant, c'est qu'ils se sont quand même retrouvés sur quelques points. Et puis quand je suis parti, ils continuaient à échanger ensemble. Et je trouvais ça très intéressant de voir deux profils totalement différents. Un a priori, parce que l'autre lui dit il vote FN, il vote FN. Bon, il m'a pas dit ce qu'il votait, mais bon, il doit voter à droite. Et à la fin, finalement, les deux, ils ont réussi à s'entendre sur ce côté. Ils font des promesses, mais en fait, ils veulent juste la place. Déjà, je pense que il y a quelque chose d'un peu joli dans cette histoire aussi de faire parler des gens, de les faire s'exprimer politiquement, parce qu'en fait, ce que toi tu fais en allant voir les uns et les autres en leur demandant ce qu'ils pensent, c'est quand même rarement fait. On demande rarement aux gens qui, en effet, par exemple, boivent de l'alcool à 10h du matin, qu'est-ce qu'ils ont dans la tête. La majorité des hommes et des femmes politiques, ils les méprisent. Moi, je trouve que c'est quand même plutôt intéressant d'aller chercher à comprendre
qu'est-ce que ces gens y pensent, et que voilà, ça les met en connexion après eux. Alors c'est sûr que je pense que le dégoût des institutions, le dégoût de la politique, il est très très répandu. C'est pour ça que l'abstention elle est très forte en France. Voilà, parce qu'on est dégoûté, qu'on voit bien que les choses elles changent pas, gauche droite, voilà, et même ceux qui disent qu'ils sont au milieu, ça change rien. Maintenant on s'arme face à ça, parce que encore une fois, si on met pas notre nez dans ces affaires là, si on n'en discute pas, et à une autre échelle que juste à deux sur un banc, même si c'est un début, si on n'en discute pas à une autre échelle, en fait encore une fois le système va continuer à nous rouler dessus. Or nous, je pense on pense justement qu'on peut inverser la donne. Mais pour ça, voilà, faut qu'on se saisisse un peu de toutes les opportunités pour faire entendre ce qu'on a à dire, pour le mettre sur la place publique, pour parler de nos sujets, à nous, des classes populaires, dont personne ne s'intéresse là-haut, et qu'on s'organise. Qu'on s'organise, quand je dis qu'on s'arme, oui, c'est s'armer de ce qu'on disait tout à l'heure, nos revendications, nos traditions, notre force. Voilà, c'est ça nos armes. Il faut qu'on y aille. Parce que en fait, le monde qui nous promettent, et pas qui nous promettent, le monde qui nous font, c'est un monde dans lequel qui a envie de grandir dans ce monde. Voilà, tout à l'heure, dans la citation que tu me donnais, ça faisait ressortir, je trouve, l'idée que oui, il y a un mal, et en fait, il y a de plus en plus de jeunes qui vont mal, de plus en plus de gens qui font des burn-out de travail, etc. La santé mentale, ça devient un vrai sujet, parce que voilà, ça a des causes. C'est pas juste que individuellement, les gens ils sont plus fragiles qu'avant. C'est parce que il y a de l'exploitation, qu'elle s'accentue, que les inégalités, leur accroissement, s'accentue aussi ces dernières décennies, et on se le prend, voilà. Je veux dire, c'est pas que des chiffres, c'est pas que des belles paroles. Ça a un impact concret, c'est des vies derrière, c'est pas, voilà. Et donc voilà, il faut qu'on s'organise, en fait, il faut qu'on se connecte ensemble pour montrer qu'on n'est pas d'accord avec ça, et plus que le montrer, s'organiser pour faire changer les choses. Et c'est possible. Moi, c'est vraiment ça que j'ai envie qu'on se dise, c'est que c'est possible. En tout cas, si on n'y pense pas un tout petit peu, on les laisse gagner. Donc on n'a pas le choix, en fait. Et c'est pour ça que nous on dit, il n'y a pas de raccourci possible. Et ce qu'on raconte, c'est pas facile, mais oui, il n'y a pas de raccourci. Donc il faut qu'on s'y mette, on n'est pas assez nombreux. Donc voilà, venez voter pour nous, et puis surtout s'organiser, lutter, relever la tête, c'est ça qui est important. L'homme politique devrait songer d'abord au bien-être de la société. Ça reste un quartier populaire. Il faut se battre d'ailleurs pour que ça reste un quartier populaire. Être qu'une électrice, ça me gêne. Moi, j'ai voté pour la première fois à la présidentielle, là, en avril.